Annoncé. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Bien en résidence, qui veille à promouvoir la bienveillance et lutter contre l'intolérance entre les personnes vivant au sein de milieux de vie collectifs et locatifs pour aînés. Et nous allons discuter de ce projet avec professeur Marie Beaulieu et Roxane Leboeuf, toutes deux de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Nous allons commencer avant cela par, bien entendu, une reconnaissance des terres. Donc, aujourd'hui et tous les jours, nous reconnaissons que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel d'un grand nombre de Premières Nations. Nous reconnaissons leurs relations particulières et leur gestion de cette terre à travers les âges. Et ensemble, nous cherchons à établir une relation avec les premiers peuples, les peuples originels de cette terre, fondée sur l'honneur et sur le respect. Et si vous souhaitez partager de quel territoire vous nous rejoignez aujourd'hui, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage. Merci. Alors, avant de se lancer, quelques petits rappels techniques. Tout d'abord, au niveau du son, nous enregistrons cette session. Donc, pour garder une qualité de son optimale, tous les participants et les participantes qui écoutent ce webinaire sont en sourdine pendant le webinaire. Les conférencières seront les seules personnes qui pourront parler durant la présentation et vous pouvez les voir sur votre écran pendant qu'elles présentent. Et vous avez des options pour changer la taille de ce que vous voyez sur votre écran. Donc, si vous regardez votre écran Zoom, vous verrez qu'il y a une espèce de ligne de séparation verticale entre la vision de l'écran et le côté droit de l'écran. Vous pouvez faire glisser cette ligne de gauche à droite pour minimiser ou agrandir la taille de la fenêtre principale. Vous avez aussi une option en haut de votre écran pour changer la présentation des éléments sur votre écran. Comme je disais, la boîte de clavardage, qui est aussi connue sous le nom de chat, vous pouvez utiliser cette boîte en tout temps pour partager des commentaires entre vous, pour échanger des ressources. Par contre, si vous souhaitez poser une question à nos présentatrices pour la fin de la présentation, pour la session questions et réponses, utilisez la petite fonction Q&A, qui est question-réponse en bas de votre écran. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez taper votre question et nous allons garder toutes vos questions pour la fin du webinaire et prendre à peu près 10 à 15 minutes pour poser vos questions à Marie et à Roxane. Et comme je disais au début, cet événement est enregistré. Donc, nous allons nous assurer de mettre l'enregistrement en ligne dans les jours qui suivent, idéalement d'ici le début de la semaine prochaine au plus tard. Donc, vous pouvez retrouver l'enregistrement soit sur le site de Elder Abuse Prevention Ontario, Prévention de la maltraitance aînée Ontario, à eapon.ca, soit sur le site du réseau à cnpea.ca. Ne vous inquiétez pas, on répétera tout ça plusieurs fois. Nous allons aussi, à la fin, partager un lien pour vous permettre de nous donner votre avis. Donc, faire des commentaires sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, faire des suggestions pour des idées de futures présentations. Si vous pouvez prendre un instant pour y répondre, cela nous aide beaucoup à améliorer nos webinaires d'une fois sur l'autre. Et puis, un dernier rappel important, nous cherchons à préserver votre vie privée, votre confidentialité. Donc aujourd'hui, nous ne répondrons qu'à des questions générales qui ont trait au webinaire et au sujet du webinaire. Si vous voulez discuter de questions plus personnelles, de circonstances spécifiques, on vous invite à contacter Rayanne au PMAO directement après le webinaire et puis elle pourra organiser une conversation confidentielle pour mieux vous aider. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler de EAPO, qui est aussi connu sous son acronyme français PMAO, dont la mission est un Ontario où tous les aînés sont à l'abri de la violence, ont une voix forte et se sentent en sécurité et respectés. Et leur travail se focalise sur la sensibilisation, l'éducation, la formation, et la collaboration avec des organismes comme la nôtre, CNPEA, qui partagent les mêmes idées et qui aident à la coordination des services et à la défense des intérêts des aînés. Ils ont pour mandat d'apporter un soutien pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la maltraitance des aînés de l'Ontario, qui a été une des premières, et qui s'articule sur 3 éléments principaux: la sensibilisation et l'éducation du public,
la formation du personnel de première ligne sur les questions de maltraitance, de négligence, et la coordination des services communautaires à travers la province. Pour ce qui est de mon organisme, ah, Ryan? Ryan, I think we have something running in the background. Can you hear it? They work with individuals locally. Not sure what that is. They are the national. Oh, it's somebody speaking. Hold on. It was you. It was the recorded you. It was a ghost Ryan. C'était un signal de me dire d'aller plus vite, je crois. Donc, la mission du réseau canadien, très rapidement, d'œuvrer à la sensibilisation et au meilleur soutien et à augmenter la capacité pour développer une approche coordonnée nationale envers la maltraitance et la négligence des aînés. Et donc, on fait ça avec la mobilisation des connaissances, la collaboration, la réforme des politiques et l'éducation publique. Sur ce, je vais présenter très rapidement, pour qu'elles puissent nous parler de leur travail, présenter Marie Beaulieu, professeure retraitée et associée, chercheur associée, Université de Sherbrooke, elle est chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, et Roxane Leboeuf, qui est candidate au doctorat en gérontologie, professionnelle de recherche aussi à l'Université de Sherbrooke, à la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Sur ce, je vais vous laisser prendre les manettes et nous parler de votre projet. Ben, merci beaucoup. Alors, pendant que Roxane installe notre PowerPoint, je veux vous dire à quel point pour nous, c'est un plaisir d'être reçus par nos deux organismes hôtes. Alors, merci au Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements et aussi merci à Prévention maltraitance envers les aînés de l'Ontario. Vous avez vu le titre de notre présentation, c'est le programme Bien en résidence, promouvoir la bienveillance et lutter contre l'intolérance entre les personnes vivant au sein de milieux de vie collectifs et locatifs pour aînés. Il faut prendre une bonne respiration, on va dire le titre, mais en fait, ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, c'est de travailler sur ces endroits où vivent des aînés. Souvent, ce sont des résidences privées pour aînés. On va voir tout à l'heure que ça peut être un peu plus large que ça. Donc, des immeubles locatifs dans lesquels les gens vivent ensemble et partagent d'emblée un certain nombre d'espaces et d'activités. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais moi, Roxane, je ne vois pas le PowerPoint. Ah, je pense que ça s'en vient. Merci. Là, on le voit. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, c'est une recherche partenariale. Qu'est-ce qu'une recherche partenariale? Ça veut dire qu'on a été des chercheurs de différentes universités, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Trois-Rivières, différents centres de recherche et regroupements de recherche, comme le Centre de recherche sur le vieillissement, la chaire de recherche, mais aussi le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'expérience inclusive de loisirs. Et c'est aussi un partenariat avec un organisme privé qui est spécialisé notamment dans l'habitation pour personnes âgées. J'ai nommé Chartwell et Résidences pour aînés. Nous avons obtenu plusieurs subventions de recherche dans le cadre de ces projets. Je vous le montrerai dans une diapo subséquente, mais on remercie grandement le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, un organisme sans but lucratif qui s'appelle MITAX et aussi la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais. Prochaine diapo. Temps d'une présentation où on veut se garder 15-20 minutes à la fin pour discuter avec vous. Donc, on a organisé notre matériel en 4 points. D'abord, je vais revenir assez brièvement sur l'origine et le développement du programme. Ensuite, je vais faire un survol, Roxane fera un survol des principaux résultats, tout ce qui ressort de l'étude de besoins et du contenu du programme, pour nous amener dans un élément de discussion sur l'évaluation de la mise à l'essai. Parce que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un programme qui a été développé, mis à l'essai et qui est maintenant en diffusion. Et on termine évidemment par une conclusion plus générale. Alors, allons-y d'emblée dans ce premier point qui est le processus de recherche. Alors, comment tout ça a commencé? En 2017, l'université reçoit un appel
d'une gestionnaire d'une résidence Chartwell qui est préoccupée par des interactions négatives qu'elle observe entre résidents. Je vais reprendre une expression très québécoise ou très francophone. Elle voyait des gens qui se crêpaient le chignon. Alors, elle nous dit comment on pourrait travailler pour améliorer les interactions entre résidents. Donc, quand l'université reçoit l'appel, on me demande si à la chaire de recherche sur la maltraitance, on a envie de travailler là-dessus. Et je réponds d'emblée, ben, ça donne très bien parce qu'il y a une étudiante, en fait, qui a été longtemps la coordonnatrice de la chaire, Roxane pour ne pas la nommer, donc Roxane Leboeuf, qui est là, et qui commençait tout juste un doctorat, justement, sur les résidences privées pour aînés, donc maltraitance en résidence privée. C'était une occasion parfaite de allier un certain nombre d'intérêts communs. Donc, on écrit une première demande de subvention. Tout a bien été. D'emblée, on est subventionné sur un projet d'1 an et on travaille avec 3 résidences privées qui appartiennent au consortium Chartwell, tous dans la grande région de l'Estrie, donc l'Estrie qui est une région à l'est de Montréal. Et on s'intéresse à ce moment-là aux besoins des gens. Et on travaille avec des gens qui ont été témoins de situations de maltraitance. Donc, ce qu'on a fait, c'est 7 entrevues de groupe qui nous ont permis de rencontrer 24 résidents, 2 employés et 5 gestionnaires. Et pourquoi on faisait ça? C'est qu'on voulait documenter du point de vue des témoins ce qu'étaient les interactions négatives, mais aussi quelles étaient les interactions positives, parce qu'on voulait toujours travailler sur les 2 côtés de la médaille. On voulait préciser avec eux les meilleurs termes à employer. Et Roxane nous expliquera tout à l'heure comment on est arrivé aux termes qui ont été choisis. Et on voulait aussi dégager des pistes de solutions concernant la vie des personnes qu'on avait rencontrées. Alors, si je vous donne une idée des interactions négatives desquelles les gens avaient été témoins, il y avait entre autres du rejet d'une personne, du commérage, hein, donc colporter des mauvaises informations ou des propos négatifs sur autrui, de l'intimidation et même des agressions physiques. Donc, on nous a parlé de coups de canne, de coups de déambulateur, par exemple. En termes positifs, les gens disaient, il y a quand même dans ces milieux de vie de l'entraide, de l'engagement bénévole, du partage de talents et de compétences et de l'intérêt les uns envers les autres. En termes de terminologie, les gens nous ont proposé de travailler sur l'intolérance pour parler de ce qui était négatif. Alors, nous, on est une chaire sur la maltraitance, mais eux n'aimaient pas le mot maltraitance, donc on a accepté de prendre leur mot intolérance. Et la même chose, dans une perspective québécoise, on travaille beaucoup sur la promotion de la bientraitance, mais les gens n'aimaient pas le terme bientraitance non plus. Ils nous ont demandé de se rattacher à la valeur de bienveillance. Et finalement, en termes de pistes de solutions, rapidement, il est apparu que les gens souhaitaient avoir un programme qui permettait d'agir à la fois en prévention, mais aussi en réaction aux situations de maltraitance. Ce qui nous amène à faire une deuxième demande de subvention. Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, encore une fois, avec MITAX, Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, un projet qui dure sur 3 ans en 3 phases. Et là, dans notre étude de besoins, cette fois-ci, on est allé voir des gens qui avaient soit directement vécu les situations comme personnes cibles ou comme employés ou encore comme intervenants ou gestionnaires. On a voulu, dans la deuxième phase, développer un programme et le mettre à l'essai. Et dans ce développement de programme-là, on avait un comité de travail qui se réunissait sur une base régulière. Écoutez, vous voyez les dates, hein? Vous comprenez que la pandémie nous est tombée dessus dans ce projet-là, comme dans plusieurs autres projets. Donc, il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité, à la fois pour nos collègues de données de la phase 1, à la fois pour le développement et la mise à l'essai dans la phase 2, mais aussi dans la phase 3, qui a été vraiment d'évaluer et de venir à bout de développer un programme qui était bonifié. Cependant, on y est arrivé par toutes sortes de moyens, mais il nous a fallu, même avec les aînés, par moments, faire des entrevues téléphoniques ou faire des entrevues en Zoom ou pendant l'été, aller faire l'entrevue dehors autour de tables pique-nique où on était assis un à l'autre bout, etc. Donc, dans les grandes questions d'évaluation, ce qu'on s'est posé, est-ce que le programme atteint ses objectifs? Comment on peut le bonifier? Et après ça, quels sont les obstacles, les facilitateurs si on veut le déployer à plus grande échelle?
Et donc, depuis 2023, on est dans la diffusion du programme et on est à finaliser, entre autres, la traduction d'un certain module qui ça a été un petit peu plus long. Alors, je donne la parole à Roxane. Merci Marie. Donc, en ayant tout ce processus-là de recherche en tête, je vais d'abord faire ressortir les principaux résultats de l'étude de besoin, donc la première recherche, mais aussi la première phase de cette seconde recherche-là là, qui a vraiment mené au développement du programme Bien en résidence. À travers les entrevues qu'on a fait avec les gens, évidemment, on leur a demandé de nous parler de ce que c'était pour eux l'intolérance. Marie a survolé quelques exemples, rejet, intimidation. Ici, on voulait donner la parole aux gens qui nous ont parlé. Donc, on a une dame qui nous dit j'ai vu une madame hier, elle pleurait. Je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe? Puis la madame m'a dit ben, on ne veut plus m'accepter dans la salle parce qu'ils disent que je joue mal aux cartes. Donc, un exemple d'intolérance qui peut survenir en contexte de loisirs, ça a été rapporté dans les 2 recherches qu'on a fait, dans l'ensemble des résidences avec lesquelles on a travaillé. Donc, vraiment, le contexte de loisirs, c'est propice soit à des gens qui vont être rejetés, des gens qui ne vont pas être acceptés dans des jeux en particulier ou qu'il va y avoir des conflits en raison de divergences sur le pointage, sur les règles du jeu. Donc, c'est vraiment un contexte propice. Une autre personne nous dit il y a une dame qui vient manger, elle aime la place où je suis assise et c'est ça qu'elle veut. Puis elle a hâte que je débarrasse pour prendre la place. Je ne peux pas avoir fini de manger, qu'elle arrive, elle vient se placer à côté de moi, puis elle me dit t'es-tu à veille de finir? C'est tannant, ça. Puis tu sais, moi, je mange à 11 h, elle arrive à 11h45, 11h50, et là, elle va rester debout tant que je ne me lèverai pas. Puis des fois, je ne suis même pas levée, qu'elle est presque assise. Tu sais, ça m'énerve, ça. Donc, un autre exemple qui était rapporté dans plusieurs entrevues dans l'ensemble des résidences, donc la salle à manger, même si dans les résidences, il n'y a pas nécessairement des places attitrées, les gens sont des gens d'habitude, ils aiment manger à une même place, donc il y a souvent plusieurs petites tensions qui peuvent survenir entre les résidents. Donc, en ayant ces exemples-là en tête, la façon que l'intolérance a été définie dans le programme Bien en résidence, ce sont tout type de relations qui vont avoir un effet négatif entre les individus et ça peut être très vaste. Le terme relation négative peut englober des conflits, disputes, bousculades, rejets, intimidation, comme Marie le dit. Et on remarque avec les extraits que je vous ai donnés que l'intolérance, ça peut être de nature psychologique ou parfois un peu physique, mais que ça peut être aussi matériel ou sexuel. Et où est-ce que ça se produit? Bien, évidemment, généralement dans les lieux publics, donc où les gens se croisent, salle à manger, salle des loisirs, mais ça peut être tout dans les aires de circulation, comme les ascenseurs aussi, ce sont des endroits très critiques pour des situations d'intolérance. Et évidemment, l'ensemble des résidents peuvent être la cible d'intolérance, mais ce qui est ressorti à travers les entrevues, c'est que le fait d'arriver en résidence, être un nouveau résident, souvent, ça met des gens les gens dans cette situation-là sont un peu plus à risque de vivre de l'intolérance lorsqu'ils arrivent en résidence. Ou dans d'autres cas, certains nous ont rapporté aussi que les gens qui ont un début de trouble cognitif peuvent être parfois plus la cible d'intolérance ou eux-mêmes avoir des gestes intolérants envers les autres. Et on disait dans la définition que ça a des effets négatifs. Ici, un monsieur nous rapporte « Je me sens très inconfortable à cause d'elle. Je ne sors pas de mon appartement, je m'enferme simplement, je ne veux plus rien savoir. L'année passée, j'aimais ça ici énormément, mais cette année, c'est l'enfer. » Donc, les effets de l'intolérance ne sont pas banals. Ils peuvent être, entre autres, de nature psychologique et sociale, comme on le voit dans l'extrait. Donc, l'isolement social, ça peut être de la frustration. Certains même nous ont parlé d'avoir des pensées suicidaires. D'autres nous ont parlé d'avoir des troubles plus physiques, donc troubles du sommeil, par exemple. Et dans les entrevues, ce qu'on a noté, c'est que ça ne touchait pas uniquement les gens qui en sont la cible, mais c'est que ça peut toucher aussi les gens qui en sont témoins. Donc, il faut comprendre que l'intolérance entre les résidents, ça ne touche pas juste 2 personnes impliquées, mais que c'est une dynamique beaucoup plus globale qui peut prendre place dans l'ensemble de la résidence. Maintenant, qu'est-ce que la bienveillance? Dans les entrevues, autant les gens étaient capables de nommer quelques situations d'intolérance qu'on allait détailler, mais quand on abordait avec eux des exemples de bienveillance, il y avait comme un feu roulant d'exemples. Donc là, comme Marie le disait tantôt, les gens nous parlaient d'engagement bénévole, entre autres, comme exemple. Un monsieur nous dit « Moi, je crois qu'une des bonnes choses, c'est combien de résidents s'engagent dans toutes sortes de choses. » Il faut le souligner, ça aussi. Il y a le comité de la chorale, le comité consultatif des résidents, il y a un groupe qui s'occupe de l'accueil, il y a une madame avec son groupe qui s'occupe du programme PER. Donc, on voit que
la bienveillance, ça peut être entre autres le fait d'engagement au sein de la résidence, ça peut être le fait de partage de connaissances aussi. Une employée rapporte, il y a un monsieur qui a commencé à donner des genres de conférences. C'est un ancien professeur d'université, puis lui, il donne 5 semaines de temps sur la sexualité. C'est un monsieur super intelligent, c'est valorisant pour lui. Et le partage de compétences ici, ça peut être vu comme quelqu'un qui est plus érudit, partage des éléments plus théoriques auprès de ses pairs, mais ça peut être de différentes natures, donc des pianistes qui vont donner des cours de piano, etc. Donc, ça pouvait prendre vraiment plusieurs formes. Et pour les résidents, la bienveillance, n'était pas uniquement le fait de grands gestes, mais ça pouvait être aussi le fait de petites choses au quotidien. Donc, une autre résidente ici nous dit, bien, les gens sont de bonne humeur, les gens se parlent, les gens se disent bonjour. Tu sais, on est dans l'ascenseur, tu connais personne, bon, ben, ils vont dire bonjour en débarquant. Donc, la bienveillance, c'est vraiment très vaste et c'est défini dans le programme comme étant toute relation qui va avoir un effet positif sur les individus, donc de l'entraide, l'amitié, etc. Et ça peut avoir plusieurs effets positifs. Dans l'extrait que j'ai rapporté il y a quelques secondes là, par rapport à l'employé, elle disait bien, ça peut être valorisant pour la personne, c'est un des effets positifs, mais ça peut aussi, dans plusieurs cas, consolider l'appartenance au milieu de vie ou briser l'isolement des résidents qui se sentent un peu plus isolés dans la résidence. À travers nos entrevues, évidemment, on a voulu aussi, pour être capable de développer le programme, de bien comprendre c'est quoi les freins et les leviers à l'intervention en contexte d'intolérance. Donc, ici, un résident nous dit, quand il arrive quelque chose, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il y en a d'autres aux alentours, des fois, puis là, mais je me dis, ben, est-ce qu'on peut aller laisser ça ou on est mieux de dénoncer ça à quelqu'un, mais à qui? Je ne le sais pas. Donc, parmi les freins qui ont été identifiés dans l'extrait ici, on voit entre autres la méconnaissance des ressources à l'interne, à l'externe. Pour d'autres, les gens nous ont parlé de craindre les représailles de la personne intolérante. D'autres nous disaient, ben, je ne sais pas si c'était de l'intolérance ou pas, etc. Et quand on a abordé les leviers, les gens nous disaient, ben, moi, j'ai été demander de l'aide, j'ai agi parce que, bon, j'avais un lien de confiance avec une personne dans la résidence. Donc, je suis allée parler à un employé que je sais que je vais me sentir écoutée. D'autres disaient, ben ça, je le sais que c'est de l'intolérance, c'est quelque chose qu'on peut pas, sur lequel il faut agir. Donc, on reconnaît l'importance du problème. D'autres nous disaient, ben moi, je veux agir parce que je veux pas que ça touche d'autres personnes. Et dans certains cas, les gens disaient, ben moi, j'ai décidé d'agir parce que là, ça fait trop longtemps, j'ai atteint ma limite, ça suffit, je veux que les choses cessent. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est que, comme je le disais tantôt, l'intolérance, ce n'est pas juste entre deux personnes, mais ça touche plusieurs personnes. Donc, il y a vraiment une importance à aller outiller les témoins, les organisations pour que ça soit vraiment un problème qui est adressé de manière plus large, donc organisationnelle. Et parmi les besoins que les gens nous ont nommés pour développer le programme, évidemment, là, je vais vous en sortir plusieurs, je ne vais pas tous les nommer, mais on nous a beaucoup parlé de l'importance d'informer sur l'intolérance, sur les effets, sur qu'est-ce qui les cause, sur l'importance de clarifier le processus de gestion, le rôle de chacun, le rôle des comités des résidents, l'importance d'outiller, pas juste les employés, les gestionnaires, mais les résidents aussi, ceux qui en sont la cible, ceux qui en sont témoins, d'informer sur les ressources, de bonifier les habiletés communicationnelles, sociales et bienveillantes de tous, donc pas juste les résidents, mais entre employés aussi, puis les employés envers les résidents, de favoriser l'adaptation et l'intégration des nouveaux résidents. Donc, les gens avaient énormément de choses à nous proposer pour développer le contenu du programme et vous allez voir que c'est un programme qui est très complet, qui contient énormément de choses. Donc, en ayant tout ça en tête, qu'est-ce que le programme Bien en résidence? Bien, en fait, il faut savoir que le terme « bien » dans le titre du programme n'est pas banal. Il vaut en fait, ça signifie pour la bienveillance et contre l'intolérance entre nous. Et encore une fois, entre nous, ce n'est pas juste entre les personnes touchées, mais c'est au sein de l'ensemble de la résidence. Et à qui s'adresse le programme? Évidemment, aux personnes aînées, parce que l'objectif, c'est d'améliorer le mieux-être de ces personnes-là, mais aussi le comité de résidents. On l'a vu dans les besoins, l'importance que le comité peut avoir dans la gestion ou la promotion de la bienveillance, entre autres. Et évidemment aussi, ça touche les membres du personnel qui vont travailler dans les résidences, donc les employés, les membres de la direction qui vont avoir chacun un rôle spécifique à jouer dans la mise en œuvre de ce programme-là. Pardon. Le programme a un double objectif. Le premier, de promouvoir la bienveillance en valorisant la bienveillance entre les résidents, mais plus largement dans la résidence. Donc, toujours dans l'esprit de développer une culture de bienveillance et aussi de faciliter l'adaptation et l'intégration des nouveaux résidents.
Et le second objectif, c'est de lutter contre l'intolérance en proposant des outils d'intervention, puis en clarifiant le processus de gestion et de suivi des situations. Et pour y arriver, en fait, on a développé plus d'une trentaine d'activités et outils originaux, donc nouveaux, mais on a aussi voulu répertorier tout ce qui se fait déjà dans les autres organismes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a un plan d'action de lutte contre l'intimidation dont certaines mesures ciblent l'intimidation dans les milieux de vie collectifs comme les résidences privées. On a aussi un plan d'action de lutte contre la maltraitance. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été développées par d'autres organismes pour promouvoir la bienveillance, faciliter le repérage, le signalement, agir. Il y a plein d'outils qui existent déjà. Donc, on ne voulait pas que le programme répète des choses qui se sont déjà faites. On voulait vraiment que le programme soit en complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc, à travers le programme, on vient vraiment donner des outils pour s'assurer qu'on peut utiliser les nouveautés qu'on propose, en plus de travailler avec ce qui se fait déjà pour que ça soit encore plus complet comme outil. Le programme se présente en 4 documents. Donc, le premier, c'est la présentation du programme Bien en résidence. Son objectif, c'est d'optimiser l'implantation du programme. Donc, c'est vraiment un document qui va venir guider l'utilisation, l'implantation du programme. Les résidences, à travers ce programme-là, donc les gestionnaires, sont invités à faire un diagnostic des besoins de leur milieu. Donc, à travers différentes questions, on va les amener à se positionner sur ça serait quoi les priorités à mettre en place pour eux. Donc, ensuite de ça, ils vont être guidés vers un des 3 modules que je vais vous présenter par la suite. On va aussi les inviter à identifier qui pourrait jouer un rôle plus particulier dans la mise en œuvre de certains aspects du programme. Et on vient aussi proposer plusieurs mécanismes d'évaluation et de pérennité pour s'assurer que le programme perdure à travers le temps. Parce que comme ce n'est pas un outil unique, il englobe plusieurs choses, bien évidemment, c'est un programme qui veut avoir un objectif de transformation de l'organisation. Donc, il faut que ça s'insère dans les façons de faire de l'organisation. Donc, pour ça, bien, ça prend des mécanismes de pérennisation à travers le temps. Donc, on doit comprendre que le programme, un de ses avantages, c'est qu'il peut être utilisé en tout ou en partie selon les besoins de la résidence, mais évidemment, il est recommandé que l'ensemble des modules soient implantés pour qu'il y ait vraiment une atteinte optimale des objectifs. Donc, une fois qu'on a consulté ce premier document-là, ensuite, on est guidé vers l'un des 3 modules. Donc, je vais commencer par le premier, le module 1, qui est l'accueil des nouveaux résidents. Donc, dans ce module-là, on propose différents mécanismes, entre autres un processus de pairage d'un nouveau résident à un résident accueillant. Pourquoi est-ce que c'est cet élément-là qui a été mis de l'avant? C'est qu'à travers les entrevues, les gens nous ont dit, oui, il y a des choses qui se font pour accueillir les résidents dans notre résidence, mais c'est généralement fait par les gestionnaires. Donc, on a une rencontre plus formelle administrative où on fait signer des documents, on a le dossier d'accueil qui donne les règlements de la résidence, etc. On va faire visiter au sein de la résidence, mais les gens nous disaient que ce n'était pas suffisant pour créer un sentiment d'appartenance, pour aider les gens à développer des liens avec d'autres résidents. Les gens nous disaient ça doit être fait par d'autres résidents. Donc, on a voulu aider ces résidences-là à créer un processus de pairage. Donc, il y a différents outils qui permettent d'aider à identifier les besoins des résidents accueillants, les besoins des nouveaux résidents. Et vraiment, on y va étape par étape, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place au sein de la résidence. Ensuite, on propose plusieurs activités pour animer, faciliter l'accueil des nouveaux résidents, des activités pour créer des liens. Donc ici, je vous présente le jeu Parlez-nous de vous, qui est un jeu de société qui peut, entre autres, être utilisé dans les activités d'accueil des nouveaux résidents. Donc souvent, dans l'ensemble des résidences avec lesquelles on a travaillé, mensuellement, il y a une espèce de fête qui est organisée pour accueillir les nouveaux résidents. Donc, c'est un jeu qui peut être utilisé. On peut le projeter au mur. Les gens ont des jetons autocollants sur le mur. Et quand ils tournent le dé puis qu'ils arrivent sur une case, ils doivent répondre à une des 33 questions. Donc, des petites questions qui sont là pour qu'on apprenne à se connaître les uns les autres puis à voir, peut-être qu'on a des affinités. Donc, c'est vraiment très ludique là, comme type de jeu. Et dans le programme, chaque activité va être accompagnée d'une fiche descriptive, donc d'une seule page, très synthèse, qui va décrire brièvement l'activité, le matériel nécessaire, donner les accès. Donc, par exemple, le jeu Parlez-nous de vous, les gens ont simplement à cliquer pour pouvoir télécharger le jeu, l'imprimer ou le projeter.
On donne aussi des indications sur le déroulement et des alternatives de déroulement. Donc, si on veut utiliser ce jeu-là, par exemple, à différents temps, pour plusieurs activités, on va proposer des manières de faire différentes pour que ça soit intéressant chaque fois qu'on le fait. Ça s'accompagne aussi d'une fiche d'évaluation de l'activité par l'animateur et par les résidents. Donc, encore une fois, pour assurer la pérennisation des activités, après chaque activité, les gens peuvent noter qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, est-ce que c'est à refaire? Si c'est à refaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment est-ce qu'on pourrait le bonifier? Donc, vraiment, pour que chaque activité soit aussi un peu mise à la main de la personne qui l'anime pour que vraiment ça réponde aux besoins des résidents et des résidences. Donc ça, c'était le module 1, accueil des nouveaux résidents. Le module 2, c'est sur la gestion des situations d'intolérance. Vous l'avez vu dans les besoins, il y avait toute une importance accordée à la formation des gens. Donc, comme les formations ne sont pas toujours facilement accessibles à travers le programme, on propose 5 courtes capsules d'auto-formation qui sont gratuites, incluses via des liens cliquables qui sont de 5 à 10 minutes chacune. Donc, les 5, il y en a une première qui survole le programme Bien en résidence, une autre qui parle de la bienveillance et de l'intolérance, une troisième qui porte sur l'intervention en présence d'intolérance, une quatrième sur comment différencier maltraitance et intimidation, donc qui sont des problèmes connexes à l'intolérance, et une dernière, comment agir auprès de résidents qui ont un début de perte cognitive, donc, comme je le disais, qui pouvaient être impliqués là, dans des situations d'intolérance. En plus de ça, on a répertorié des listes, des formations en fait qui sont déjà offertes par d'autres organismes à travers le Québec. Donc, on a fait une liste provinciale qui peuvent être utilisées dans différentes régions, mais on a aussi des listes plus spécifiques à certaines régions parce que, comme on travaillait avec des résidences de l'Estrie de Montérégie, on voulait que, dans le cadre du projet, là, ces résidences-là puissent avoir là, des listes un peu plus complètes. Mais évidemment, les gens qui sont dans d'autres régions peuvent utiliser la liste provinciale et la bonifier selon les organismes là, qui sont dans leur région. Donc, sur cet aspect-là, le programme est vraiment un outil clé en main qui va permettre aux résidences de créer un calendrier annuel de formation pour les employés selon leurs besoins, selon leurs intérêts. Toujours dans le module 2, on est venu aussi proposer d'améliorer le processus de gestion des suivis de situations d'intolérance. Donc, on a développé plusieurs outils. Ce que vous voyez à droite, c'est le diagramme décisionnel pour la gestion et le suivi des situations. Et ça s'accompagne en fait d'un formulaire de documentation des situations et d'une liste de vérification avant de clore un suivi. Donc, pour s'assurer qu'on a vraiment tout bien pris en note, qu'on a un bon portrait de la situation, puis en même temps de s'assurer que une fois qu'on a vraiment terminé notre intervention, notre suivi, on est sûr qu'on n'a rien oublié de faire. Et évidemment, plusieurs situations peuvent être gérées à l'interne, mais il existe plusieurs ressources au Québec qui peuvent aussi venir en aide dans certaines situations. Donc, pour faciliter la connaissance et le recours aux ressources, on a créé des listes. Donc, encore une fois, une liste provinciale, mais aussi une liste plus spécifique par certaines régions, donc qui peuvent être appelées en cas de besoin pour certaines situations. Donc, module 1, mécanisme d'accueil des nouveaux résidents. Module 2, gestion des situations d'intolérance. Et le dernier module porte sur la promotion de la bienveillance. Encore une fois, plusieurs choses ont inclus dans ce module-là. Tout d'abord, développer des instances de soutien par et pour les résidents. Donc, encore une fois, dans les besoins, les gens nous ont dit, le comité de résidents pourrait avoir un rôle plus spécifique, peut-être dans l'accueil, par exemple, des situations d'intolérance. Et à travers le projet, on s'est rendu compte que ce n'était pas toutes les résidences qui avaient un comité de résidents. Donc, dans le module 3, on propose vraiment un processus pour mettre sur pied, entre autres, un comité de résidents, mais pour ceux qui en ont déjà aussi, on propose comment on peut mieux définir le rôle de ces comités-là, par exemple en créant un sous-comité sur la bienveillance, etc. À travers le module 3, pour promouvoir la bienveillance et faire parler de l'intolérance, on a aussi développé une campagne d'affiches. Donc, à gauche, ce que vous voyez, c'est une des 6 affiches sur la bienveillance où on vient dire « Vivre en communauté, c'est faire la preuve de bienveillance et d'indulgence ». Celle au centre, c'est une des 6 affiches qui porte sur l'intolérance. Donc, on vient rapporter certains exemples d'intolérance et on dit que l'intolérance blesse. Évidemment, dans le programme, on invite les gens à rapporter des situations aux employés ou aux gestionnaires. Mais encore une fois, si les gens ne se sentent pas à l'aise de se confier à des gens à l'interne, on les réfère à la ligne provinciale d'écoute, ligne aide maltraitance adulte aîné.
ou qui est une ligne, en fait, là, disponible 365 jours par année, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Les gens peuvent appeler, se confier, avoir de l'information, être guidés dans le type d'intervention qu'ils peuvent mettre en place, etc., être référés à des ressources au besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une ligne qui n'est pas destinée uniquement aux gens qui peuvent vivre la maltraitance, l'intolérance, etc., ou de l'intimidation, mais par exemple, les employés ou même les gestionnaires pourraient appeler cette ligne-là et avoir des conseils pour gérer une certaine situation. Et la dernière, complètement à droite, c'est 2 affiches, en fait, qui proposent des pistes d'action que les résidents ou même peut-être les employés pourraient mettre en place quand ils sont témoins d'intolérance. Donc, on a entre autres apporté des choses que les gens nous disaient qu'ils faisaient pendant nos entrevues. Donc, certaines personnes disaient, ben moi, je vais désamorcer une situation par l'humour. Souvent, ça aide à faire changer les esprits, changer la dynamique de ce qui est en train de se passer. D'autres gens disent, ben on peut détourner l'attention. Donc, poser une question, amener les gens vers un autre jeu, faire autre chose. Et les gens qui nous disaient, ben moi, je ne suis pas à l'aise d'agir, mais clairement, c'est important d'aller d'en parler. Donc, troisième point, mais je vais aller en parler à quelqu'un de confiance, un employé, un gestionnaire. Toujours dans ce module-là, on a aussi proposé plusieurs activités sur la bienveillance et sur l'intolérance et vous voyez en fait avec la brève liste qu'on a mis ici que l'objectif, c'est d'essayer de rejoindre le plus grand nombre d'intérêts possible et le plus grand nombre de types de personnes possibles. Parce que souvent, on va organiser des activités de groupe, mais ce n'est pas tous les gens qui vont participer aux activités de groupe. Donc, comment est-ce qu'on rejoint les gens qui sont un petit peu plus en retrait, qui aiment moins ça, participer à ce genre d'activités-là? Donc, on a des activités individuelles comme mots croisés, mots cachés qui peuvent être mis dans le journal des résidents, qui peuvent être aussi imprimés, mis à la réception, etc. Donc, évidemment, les activités de groupe, comme j'ai mentionné, plusieurs différentes activités. Donc, un classique bingo spécial sur la bienveillance, mais ça peut être aussi faire une œuvre collective de poésie, de visionner des films en particulier, puis d'avoir une discussion animée par la suite. Et on a aussi des activités un peu plus collectives. Donc, par exemple, je vous présente ici Journée Action Bienveillance, où ça, c'est 4 affiches, je vous en présente une, où on invite les gens à relever le défi pendant une journée de faire une des 6 actions de bienveillance qui est inscrite dans l'affiche. Donc, céder le passage à quelqu'un à l'ascenseur, faire un compliment, etc. Donc, à travers cette variété-là, ce que ça permet de faire, c'est que tout au long de l'année, les gens peuvent penser, travailler, entendre parler de la bienveillance, entendre parler de l'intolérance. Donc, ça reste tout ça, ça garde tout ça actif au sein de la résidence, puis on a différents médiums pour le faire. Et en plus de ce qu'on propose, ce que nous, on a développé, évidemment, on a aussi recensé plusieurs activités offertes par d'autres organismes et plusieurs conférences aussi offertes pour les résidents par d'autres organismes. Et la dernière chose qui est proposée dans le module 3, c'est la co-création d'une charte de bienveillance. Donc, ça, c'est une activité qui est à faire avec les résidents et en fait surtout par les résidents parce que le contenu de la charte doit être développé par les résidents. Et l'objectif, c'est que l'ensemble des résidents vont la signer, l'ensemble des employés aussi. Elle va être affichée à la vue de tous. Et même dans certaines entrevues, des gestionnaires nous disaient, ben moi, j'aimerais ça que ça soit aussi un outil que je puisse intégrer, par exemple, dans mon dossier d'accueil. Quand il y a un nouveau résident, ben, on signe tout ça, puis les gens vont vraiment s'engager à respecter puis à faire vivre cette charte-là tout au long de l'année. Donc, encore une fois, le programme se veut vraiment un outil clé en main pour créer un calendrier annuel d'activités selon les besoins et les intérêts des résidents. Et ici, ben, en fait, on vous présente l'exemple de calendrier annuel qu'on propose dans le module 3, mais qui peut être évidemment adapté, où pour chaque mois, on vient cibler une journée particulière, par exemple la Journée internationale du compliment ou le classique, là, le 15 juin, la Journée internationale de lutte contre la maltraitance, ou même aujourd'hui, je vois, c'est la Journée internationale de la tolérance, donc une journée parfaite pour faire une activité sur la bienveillance ou sur l'intolérance au sein des milieux de vie. Et là, on propose plusieurs activités, mais évidemment, ça peut être adapté là, selon les besoins et les intérêts de chaque résidence. Donc, vous voyez que c'est un programme qui se veut le plus complet possible, qui a vraiment une grande variété, qui va permettre à la fois de travailler sur lutter contre l'intolérance et de promouvoir la bienveillance. Donc là-dessus, je vais te redonner la parole, Marie, pour que tu puisses parler là, de la mise à l'essai puis de l'évaluation. Merci, Roxane. Alors, vous voyez que c'est un programme qu'on a voulu très complet.
Mais c'est beau un programme. Encore faut-il qu'il soit mis à l'essai parce qu'il y a des tablettes de bibliothèque qui peuvent être pleines de beaux programmes, mais qui ne sont pas mis en pratique. Alors, on s'est entendu avec une série de résidences pour vraiment faire l'évaluation de la mise à l'essai. Étant donné qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de composantes, on voulait que dans chacune des résidences partenaires, il y ait au moins le test d'une des activités et que chacune des activités ait été testée au moins une fois dans une résidence. Donc, ça a fait beaucoup d'activités à aller évaluer, mais en même temps, c'est comme ça qu'on voyait ce qui fonctionnait ou pas. Qu'est-ce qu'on voulait évaluer? Avec une méthodologie très rigoureuse, là, je ne reviendrai pas sur toute la question plus théorique, mais si ça vous intéresse, on a un article scientifique sur l'évaluation. Donc, évaluer l'atteinte des objectifs du programme. On voulait documenter ce qui facilite, mais aussi ce qui crée des obstacles quand on essaie de faire cette mise à l'essai et recueillir des recommandations pour bonifier le programme. Parce que bien que le programme avait été développé basé sur des résultats de recherche et en co-construction avec nos milieux, on savait qu'il était encore perfectible. Alors, le premier objectif, c'est la question de la promotion de la bienveillance et on peut vous dire que ça a été atteint. La citation dit « C'est un village ici. J'ai publié des livres ici pour la résidence durant la pandémie pour que les gens soient moins ennuyés. Puis j'ai pensé, les gens ont beaucoup de temps dans les moments dans leur appartement. Ils ont le temps de réfléchir au bilan de leur vie. J'ai lancé un appel afin que les gens me racontent leur histoire. À peu près 13 personnes ont répondu. J'ai eu beaucoup de support de la direction pour produire ce livre. On a vendu 110 copies en 2 jours. Alors, ça vous donne l'idée qu'une initiative qui est prise par une résidente, qui est très positive, peut avoir de très bonnes retombées. Entre autres, c'est la promotion d'une culture de bientraitance au sein de la résidence, mais c'est aussi l'idée de travailler avec des nouvelles idées qui sont développées en concordance avec les objectifs du programme. Tout ça pour vous dire qu'on a une trentaine d'activités, mais quand les gens ont des idées spontanées, ils peuvent aussi les intégrer. Alors, qu'est-ce qui a été facilitant? C'est d'abord de combiner la promotion de la bienveillance à la lutte contre l'intolérance. Ça a été d'avoir un caractère qui était modulable du programme selon les contextes, d'impliquer les résidents. Donc, quand on dit qu'on travaille dans une approche d'empowerment, les résidents sont vraiment au cœur. Puis on n'oublie pas que dans ces résidences-là, les gens sont chez eux. La collaboration des gestionnaires et des membres du personnel et évidemment équipe de recherche parce que je peux vous dire que dans mon équipe, il y avait plusieurs petites abeilles qui se promenaient d'un endroit ou à l'autre. On ne vous a pas présenté toute l'équipe aujourd'hui, mais mis à part Roxane qui a fait son doctorat et Marie-Chantal Falardeau qui a fait son postdoc, il y avait beaucoup de gens qui étaient engagés dans ce programme. La question de lutter contre l'intolérance, ça, je vous avoue que ça a été un petit peu plus difficile. Donc, ça a été partiellement atteint. Je vous lis 2 citations. Comme là, l'autre fois, j'ai sorti le bottin de ressources. J'ai donné les éléments. C'est un bel outil de référence. C'est juste de continuer à travailler avec ces outils-là et de continuer à les intégrer dans notre quotidien. Ou un gestionnaire qui dit, j'ai pas vraiment eu d'événement d'intolérance, mais en te parlant, cela me fait rappeler d'un événement. Je vais le prendre, le formulaire de documentation des situations à ce moment-là, mais c'est la première fois que je vais utiliser le formulaire. Donc, dans les défis qui ont été rencontrés, ça a été d'intégrer les outils dans le processus de gestion des situations. Hein, c'était des outils qui étaient nouveaux. Et ça a été aussi des amener à documenter de façon plus systématique chacune des situations. Entre autres, parce qu'il y a un manque de personnel, il y a des difficultés de retention, entre autres, il ne faut pas oublier, on était en temps de COVID, fait qu'on a vu beaucoup de roulement de personnel, une charge de travail importante. La participation aussi qui se voulait volontaire aux activités, bien, les résidents qui peuvent être plus intolérants n'est pas nécessairement aux activités. Hein? Donc, c'est toujours la difficulté de prêcher aux convertis puis d'aller chercher ceux qu'on voudrait bien convertir. Et comme je le disais, le tout en contexte de pandémie. Néanmoins, avec ce qu'ils nous ont dit, on a pu bonifier le visuel plus le contenu, entre autres d'ajouter des capsules de formation. On a ajouté aussi d'autres moyens pour assurer la pérennité, entre autres un travail très, très près des animateurs de loisirs, en plus des directions, avec un soutien d'animateurs de loisirs pour l'ensemble des résidences Chartwell au Québec,
donc un coaching provincial, et aussi développer une formation pour soutenir cette implantation-là. En conclusion, ben, écoutez, c'est un programme, on le rappelle, qui vise à promouvoir la bienveillance et à lutter contre l'intolérance. Et vous avez vu le « et », on l'a mis en majuscule et en gras. Je ne vous cacherai pas que dans plusieurs résidences, ils étaient beaucoup plus attirés par les activités sur la bienveillance, puis ils n'avaient pas toujours envie de faire les activités pour contrer l'intolérance. Donc, il a fallu le rappeler régulièrement que si on nomme pas un problème, on a beau prêcher le positif, le problème va rester. Il faut outiller les gens à reconnaître le problème, à le prévenir, mais aussi à réagir quand le problème se pose. On veut des changements organisationnels qui vont être durables. On propose des activités qui sont originales, mais aussi on ne prétend pas réinventer le bouton à 4 trous. Donc, on sait qu'il y a des bonnes choses qui existent et on veut en faire la promotion. On propose aux gens un programme qui est clé en main et qui est modulable selon les besoins. On ne s'attend pas que chaque résidence va faire l'ensemble des activités. Et surtout, on l'a développé puis on l'a mis à l'essai en étroite collaboration avec plusieurs publics. Les résidents, bien sûr, mais les membres du personnel et les gestionnaires, parce que c'est ensemble que tous ces gens-là peuvent arriver à changer une culture dans une résidence. Alors, grâce à Roxane qui me faisait remarquer que maintenant, il y a des codes QR partout. Si vous voulez prendre une petite photo du code QR, vous allez pouvoir aller sur le site de la chaire et accéder au matériel. Et ça, je vous avoue que c'est les joies de l'intergénérationnel, parce que moi, je n'ai pas encore le réflexe de mettre des codes QR partout. Alors, merci beaucoup de votre attention. Si j'ai la bonne heure, il nous resterait une douzaine de minutes, 12-13 minutes pour une période de questions. Donc, le plancher serait à vous. Merci beaucoup, Roxane et Marie. Alors, je regardais un petit peu les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires très positifs. Les réactions générales à ce programme sont très intéressées, voire même intéressées de voir si ça peut être mis en pratique dans des centres de vie active, par exemple, ou dans des cadres légèrement différents de celui où vous avez implémenté ça. Mais en attendant, donc on va rappeler à tout le monde que vous pouvez encore rentrer vos questions dans la boîte Q&A ou si vous voulez dans la boîte de clavardage. On n'est pas beaucoup, c'est un groupe intime, donc c'est plus facile à suivre. Mais moi, j'avais aussi quelques questions en attendant. J'étais curieuse de savoir un petit peu les réactions au niveau des équipes de professionnels, puisque comme vous disiez, des fois ça peut être dur de d'organiser les formations, de trouver le temps pour ajouter quelque chose de plus sur leur assiette, surtout pendant la période de la pandémie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait comme de l'intérêt ou même du soulagement peut-être d'avoir quelque chose de proposé, ou est-ce que c'était reçu peut-être avec un peu plus de restreinte, non, restreinte. Je vais aller de façon plus globale, puis Roxane pourra aussi y aller avec des anecdotes et des choses de terrain très, très ancrées. Le fait que ce soit la directrice d'une résidence qui vienne vers nous, que ce soit appuyé sur son directeur régional et qu'ils aient décidé d'embarquer dans un projet de recherche et d'ouvrir les résidences, ça nous a énormément aidés. Ceci étant dit, on ne se cachera pas qu'il y a des membres de personnel qui étaient plus intéressés et d'autres moins, et qu'on a eu beaucoup de roulements, y compris même dans les directions des résidences. C'est les joies de la recherche partenariale parce qu'on travaille avec un terrain qui est vivant. C'est aussi les limites de la recherche partenariale, puisqu'à un moment donné, on dit « Oh là là, on a l'impression qu'on est toujours en train de réintroduire des gens dans le programme, travailler avec eux. » Mais c'est aussi la réalité. Même parmi les résidents, il y a énormément de roulements dans ces résidences-là. Donc, c'est un travail de fond et c'est pas pour rien que vers la fin de la présentation de Roxane, elle avait un calendrier d'activités sur 1 an parce qu'on peut répéter d'année en année un certain nombre d'activités puis on n'atteindra pas les mêmes gens et pas de la même façon. Roxane, veux-tu rajouter quelque chose? Ben, je pense que tu as très bien dit d'emblée en introduction, le fait qu'on ait des gens qui étaient déjà engagés, qui avaient déjà eux-mêmes identifié une problématique puis qui voulaient travailler sur ça, ça a été facilitant. Mais effectivement, rendu particulièrement en contexte de pandémie, on le voyait un peu plus dans les entrevues, les gens disaient, oui, par exemple, le bottin des ressources, oui, ça c'est super intéressant, tout ça, mais
C'est vrai que là, mettre en place tel autre outil, c'est un peu plus demandant. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Donc, on l'a vu quand même que, entre autres, le contexte pandémique n'a pas aidé, mais que le fait qu'on ait des gestionnaires qui croyaient au projet, qui avaient l'intérêt de travailler là-dessus, ça a été quand même très facilitant là, pour une belle promotion. Puis même beaucoup chez les résidents, en fait. On s'est rendu compte, parce qu'à la fin du projet, nous, ce qu'on est allé faire, c'est des conférences dans les résidences pour justement leur présenter le portrait global, puis de voir comment ça s'était passé dans d'autres résidences. Puis dans une résidence où il y avait eu du roulement au niveau de la gestion, tout ça, ben, la charte de bientraitance avait tombé un peu entre deux chaises. Il avait commencé à faire le travail, puis il ne s'était pas rendu au dévoilement. Puis là, ben, les gens me posent la question, mais là, c'est rendu où ça, la charte de bientraitance? Là, on aimerait ça que ça soit mis de l'avant. Donc, fait que là, ben, évidemment, je l'ai relancé, puis ben, la gestionnaire était dans la salle, donc ça, c'était quand même très comique qu'on puisse le relever devant elle, là. Donc, oui, effectivement, je pense que le fait d'avoir des leaders positifs dans les résidents même, ça a été très aidant aussi à faire vivre le programme. Des gens nous ont dit aussi, ben moi, j'ai pris des morceaux de ce qu'il y avait dans votre programme, puis j'en ai fait des articles dans notre journal. Est-ce que je peux faire ça? Bien, certainement, ça cadre dans l'idée du projet, donc c'est parfait. Donc, oui, vraiment Et une ça belle m'amène à... réflexion. Oui. Excuse-moi, Roxane, je ne vais pas te couper. Ça m'amène juste à rajouter quelque chose. On vous a beaucoup parlé de Chartwell, là, mais l'entente qu'on avait avec Chartwell, c'est qu'on ne développait pas juste pour eux. On Mhm. développait pour que ça soit applicable dans d'autres résidences privées pour aînés. Et en fait, on est même convaincu que ce serait applicable aussi dans d'autres milieux de vie collectifs, c'est-à-dire tout endroit où plusieurs aînés résident. Donc, ça pourrait être des coopératives d'habitation. Est-ce qu'on pourrait se rendre jusqu'à CHSLD? Oui, jusqu'à un certain point, mais évidemment, là, la participation des aînés peut être plus limitée étant donné leurs conditions. Et ça a été très bien accepté dès le départ. Donc, c'est pas du tout un produit réservé à une seule corporation de maisons d'hébergement ou de résidences privées pour aînés, mais c'est bien at large. Parfait. Alors, on a des questions très précises et pratiques dans le Q&A. On a Annie qui demande comment est-ce que ce programme va être diffusé auprès des RPA? Est-ce que ça va leur être envoyé? Comment est-ce qu'on trouve l'information? Comment est-ce qu'on fait circuler? Ben, d'abord, sur le site Internet de la Chaire de recherche sur la maltraitance, il y a tout un répertoire, hein, le fameux code QR tantôt que vous pouviez photographier. Vous avez accès à beaucoup, beaucoup de matériel. Roxane a fait un travail extraordinaire pour le volet québécois pour qu'on puisse travailler avec le regroupement des résidences privées pour aînés, pour le faire connaître de façon plus large. Avec Chartwell aussi, il y a tout un travail, ça a été traduit et c'est pour être diffusé dans l'ensemble des provinces canadiennes, en français et en anglais. En fait, aussitôt qu'on nous invite à en parler, on en parle avec plaisir et on essaie de le diffuser le plus largement possible. Mais si parmi vous, il y a des gens qui ont des idées pour le diffuser, on est plus couvert. La beauté de la chose, c'est qu'on a été subventionné pour faire la recherche, pour faire le développement du programme, mais maintenant, c'est un programme qui est gratuit. On a envie de dire aux gens, allez-y, servez-vous. Il est là pour vous. Oui. Et alors, justement, on a quelqu'un qui a l'air très intéressé et qui dit, je suis un résident intéressé pardon, un résident qui est intéressé à démarrer un tel programme. Quel est le premier pas? Roxane, toi qui as travaillé de près avec les résidents, ça te tente-tu de répondre? Oui, bien évidemment, le premier pas, comme Marie le disait, c'est de pouvoir accéder au lien. Vous l'avez là avec dans la présentation. J'ai vu que ça a circulé aussi dans le chat. Et le premier pas, ben, c'est de pouvoir se mettre en dialogue avec les gens au sein de la résidence. Donc, d'en parler avec votre gestionnaire, d'en parler avec l'animatrice en loisirs, de faire circuler l'information. Est-ce qu'il y a un comité de résidents au sein de votre résidence? Donc, il peut vivre de différentes façons. Si, comme on le disait, avec le premier document où on est là pour soutenir l'implantation du programme, l'implantation des différents modules, ben, on vient identifier quelle personne au sein de la résidence peut avoir quel rôle pour le mettre en pratique. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites par les résidents plus eux-mêmes, par le comité de résidents. Donc, je vous invite en premier lieu à consulter ce premier document-là, puis à vous mettre en dialogue avec les gens au sein de votre résidence, que ce soit le comité de résidents, que ce soit les gens de la gestion, de l'animation, etc. Donc,
vous êtes le leader positif dont je parlais tout à l'heure qui peut faire vivre ce programme-là au sein de votre résidence. Voyons voir. Je crois que nous avons une personne qui dit: en tant que personne proche aidante, je souhaite faire la promotion de votre programme dans les foyers de soins de longue durée. J'ai hâte de compléter la formation. Donc, je sens qu'on a déjà des gens très motivés dans la boîte de clavardage. Moi, j'avais une autre question qui m'était venue pendant que vous parliez du pairage pour l'accueil des nouveaux résidents. Est-ce que ça implique de parler de mettre les gens en contact selon soit des valeurs communes ou des identités ou de l'appartenance à une communauté particulière? Est-ce que c'est un élément qui est discuté pour le pairage des résidents et des nouveaux arrivants ou pas? Oui, Marie, je pourrais commencer, puis tu pourrais compléter au besoin si tu me le permets. En fait, pour accompagner le pairage des résidents, en fait, on a proposé un document qui permet de bien cibler qui sont les résidents accueillants. Donc, combien d'heures je suis prête à donner par semaine, c'est quoi mes intérêts, sur quoi je peux accompagner les gens. Donc, on vient donner aussi un peu de caractéristiques qui sont les personnes. Et on a un document similaire pour les nouveaux résidents. Donc, avec qui vous aimeriez être pairé, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos besoins, etc. Donc, puis après ça, la personne qui se charge de gérer ce pairage-là, donc on propose que ce soit les membres de la direction, mais ça peut être dans certaines résidences, le comité de résidence est bien impliqué aussi dans cet aspect-là. Donc, une fois qu'on a une espèce de banc, un groupe de personnes qui sont des résidents accueillants, puis à chaque fois qu'on a un nouveau résident, on peut voir en fonction des formulaires qu'on a remplis, vers quelle personne on devrait référer ce nouveau résident-là. Puis après ça, une fois que les deux sont mis en communication, ils peuvent après ça établir plus spécifiquement leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils peuvent offrir là, de manière plus spécifique. Bien. Et est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'ensemble qui vous a surpris dans vos conversations avec les participants? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment où vous n'attendiez pas du tout à cette réponse ou à cette réaction, quelle qu'elle soit? Moi, il y a peut-être un élément sur lequel je vais insister, on l'a dit tout à l'heure. Les gens d'emblée nous disent il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives qui se passent dans les milieux. Donc, et c'est là-dessus qu'il faut mettre la focale. Et par contre, quand les choses négatives se produisent, elles peuvent faire très mal et laisser des traces. Donc, un incident qui peut sembler, entre guillemets, petit, aux yeux de certains peut-être banal, mais pour d'autres peut avoir des conséquences très, très néfastes. Donc, je pense que les gens étaient soucieux qu'on ne reparte pas avec une image complètement négative de ces milieux-là. Et c'est probablement plus facile de parler de choses qui ne vont pas bien, alors que dans la quotidienneté, il y a beaucoup plus de belles choses que de choses horribles qui se passent. J'aime beaucoup ça comme dernier mot. Ça rassure un petit peu. Sur ce, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que très rapidement, je voulais juste partager quelques dernières choses. Donc déjà, non, pas celui-ci. La fin. Un rappel pour tout le monde que nous allons vous faire circuler un sondage pour vous demander un petit peu ce que vous avez pensé de cette conversation et de cette présentation. Si vous voulez nous y répondre, ça nous aiderait beaucoup. Bien entendu, si vous souhaitez rentrer en contact avec soit moi-même, soit Réanne, PMAO, les informations sont sur votre écran. Vous pouvez aussi les trouver sur notre site internet. Et si vous souhaitez être mis en contact avec Marie et Roxane, on sera très contente de vous mettre en lien. Sur ce, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à vous remercier pour cette belle présentation et aussi dire à tout le monde, si vous connaissez des personnes qui sont anglophones et qui seraient intéressées par ce projet ou par ce programme, on va faire une deuxième présentation avec Marie et Roxane la semaine prochaine, le 23 novembre. Même sujet, mais en anglais. Donc, n'hésitez pas à faire circuler le message. On va essayer d'atteindre le plus de monde possible avec ce beau programme. Et je vois qu'il y a encore juste un dernier message qui vous remercie pour cette excellente présentation. Donc, je crois que ça atteint son but aujourd'hui.
Marie, Roxane, et puis Marie, Jacques et Joël pour le service d'interprétation en langage des signes. Merci beaucoup. Rayan, our token English speaker, Merci. who was making sure qui s'assurait que tout marchait bien à l'arrière en technique. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Et puis, on fera partager l'enregistrement. On va le mettre sur nos sites internet très rapidement. Et puis, si vous voulez faire partager cette vidéo, le mettre sur vos sites ou le mettre dans vos bulletins, n'hésitez pas. Faisons circuler les bonnes nouvelles. Donc, merci beaucoup. Et puis, très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. revoir.